Un bilan désastreux. Les 6 premiers mois au pouvoir de Razon Armapian sont un échec, déplore la société civile CEFAFI. La mise en place des collectivités territoriales décentralisées et l'organisation des élections communales sont une urgence. Opération de charme à Fianarantsoa, les élections communales se tiendront cette année. Dans son discours prononcé devant un public assez maigre pour la circonstance, Razon Armapian a promis de revoir le cas des secteurs minés par la crise, tels que la municipalité, le réseau ferroviaire Fianarantsoa Côte Est ou les problèmes d'infrastructure. Un accord avec les séparatistes pro-russes a permis d'établir une zone de sécurité autour du site du crash MH17. La veille, les insurgés avaient empêché les enquêteurs internationaux d'accéder au site et aux dépouilles. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Un bilan désastreux, les 6 premiers mois au pouvoir de Razon Armapian sont un échec, déplore la société civile CEFAFI. La mise en place des collectivités territoriales décentralisées traîne, la tenue des élections communales est primordiale, déclare le CEFAFI. Reportage de Nadiane Rajanson. Depuis 2 ans, les mandats des maires élus ont expiré. Des élections sont une urgence, assène Ralson Adjemajat, coordonnateur du CEFAFI ou plateforme d'observation de la vie politique. L'Assemblée nationale n'est même pas invitée à la concertation sur la mise en place des lois sur les collectivités territoriales décentralisées qui débuteront lundi. Ralson Adjemajat rajoute que les priorités du gouvernement ne sont pas justifiées et que le retard des élections communales relève un micmac politique. Il réitère que le parti présidentiel fait tout pour freiner la tenue des élections. Selon le CEFAFI, le régime de Razon Armapian aurait été une grosse déception. Il rajoute que durant ces 6 mois, les situations politiques, économiques et sociales n'ont cessé de se dégrader. Opération de charme à Fianarantsoa, les élections communales se tiendront cette année. Dans son discours prononcé devant un public assez maigre pour la circonstance, le président Razon Armapian s'est lancé dans une opération de charme vers les bailleurs de fonds et secteurs minés par la crise, la municipalité, le réseau ferroviaire Fianarantsoa Côte Est ou les problèmes d'infrastructure. Nyandra Djenarsou. Le président Razon Armapian mit fin aux rumeurs dans son discours tenu à Fianarantsoa. Il a été formel, il aura bel et bien des communales cette année. L'annonce de la tenue d'une concertation nationale avait amplifié des suspicions sur des micmacs de la politique politicienne pour freiner la tenue des communales et donner au parti présidentiel, le HVM, le temps de se renforcer. D'une pierre, 2 coups, le chef de l'État rassure des partenaires financiers. Leonidas Desapsidis, représentant de l'Union européenne, avait évoqué la menace d'un retrait du PACEM, la plateforme du financement des élections. Le KMF CNOE ou le CEFAFI, des voix très écoutées de l'opinion publique, ont quasiment traité le gouvernement d'être formé d'incapable. Le communiqué du CEFAFI, plateforme d'observation de la vie publique, va même plus loin et accuse des politiciens d'être plus soucieux de leurs avantages que de l'intérêt public. Et Razon Armapian aura poncé des plaies dans la ville de Fianarantsoa. Une voiture 4x4 a été offerte au nouveau PDS de Fianarantsoa, Arlalena Irma Juliandre. Petra Koutnienne, l'ancien maître désigné ou PDS, finit dans la désaffection générale. Une carrière politique qui avait démarré en tremble lors de la crise de 2002. Les employés de ce qui fut sa municipalité vont toucher 16 mois d'impayés de salaire. Des travaux d'assainissement à haute intensité de main-d'œuvre ou IMO seront lancés la semaine prochaine. La promesse a été de réhabiliter les rues de Fianarantsoa ainsi que la route nationale numéro 7, Antananarive-Fianarantsoa-Touliar. La vieille voie ferrée FCE Fianarantsoa Côte Est a bénéficié de matériel de réhabilitation de rails, des traverses et de wagons. Mais les locomotives ont été oubliées. Depuis des années, la ligne fonctionne avec une unique locomotive et encore si elle ne tombe pas en panne. 700 tonnes d'ordures par jour sont déversées à Ndjalanche.
300 familles vivent de leur recyclage en engrais ou en produits artisanaux. Une association de jeunes s'active sur un projet qui veut valoriser leur travail. Reportage de Zora Koutenjin. Les bouteilles ou les sachets en plastique constituent les déchets de valeur. Ils peuvent être transformés en produits artisanaux. Cette mère de famille l'a compris. Elle les recycle ainsi que les journaux pour les transformer en sacs, portefeuilles et bien d'autres encore. L'activité lui a donné une certaine aisance depuis 5 ans. En 2009, la ville d'Antananarive est classée par les tabloïds étrangers comme la ville la plus polluée du monde. Nombreuses actions sont menées et plusieurs projets s'installent dans le but d'assainir la ville. Parmi eux, le projet d'étudiants en gestion d'une école supérieure de la ville. 300 familles y sont regroupées. Pour elles, le recyclage est leur principale source de revenus. Leurs produits ont été exposés lors du Salon sur l'environnement et le recyclage tenu à la Chambre de commerce d'Antananarive. Les résultats du CEPE seront connus ce soir pour la circonscription scolaire d'Analamangue. Le retard accusé dans la publication des résultats est justifié par l'augmentation du nombre des candidats. Les 268 correcteurs ont procédé ce jour à la transcription des notes. Gaëtan Gislav. C'est la plus délicate des opérations. Les correcteurs planchent aujourd'hui sur la transcription et confrontation des notes de chaque candidat. Toutes les notes sont revérifiées afin d'éviter d'éventuelles erreurs commises lors de la correction. L'opération sera suivie par l'échantillonnage qui consiste cette fois-ci à la lecture minutieuse de 10% des copies et à la vérification de leur contenu avec la version numérique. La délibération commencera dans la soirée. La note minimale acceptable variera entre 9 à 10 sur 20. Selon des correcteurs, les notes de certaines matières comme le calcul et le problème ont connu une forte baisse cette année. Les correcteurs estiment un taux de réussite de 70%, en baisse par rapport à l'an dernier, mais qui peut être encore réduit pour le passage en classe de 6e. Seuls 3% des élèves des EPP de Madagascar bénéficient d'une cantine scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale attend une enveloppe de 1 milliard d'ariars pour améliorer la coordination des actions. Mais en attendant, les partenaires financiers assurent le plus gros du travail. Mais l'État affirme pourtant une ferme volonté d'améliorer la situation. Hilda Asunzo. Seuls 3 000 sur les 27 000 EPP du territoire disposent d'une cantine scolaire. La moitié travaille dans le sud, dans les régions Atimondjefen, Andjoui et Anoussi. Ce sont les partenaires techniques et financiers qui se chargent de la mise en place des dispositifs. Dans les autres régions, par contre, la cantine scolaire est autogérée par le ministère de l'Éducation nationale avec un budget de 600 millions d'ariars ces 3 dernières années. Une révision à la hausse de cette enveloppe est nécessaire pour atteindre plus de cibles. Et vous voyez bien quelle est la partie qui n'ont pas encore eu de cantine scolaire à Madagascar. Et c'est vraiment insuffisant le budget alloué en ce moment. Un atelier organisé par le PAM, Programme alimentaire mondial, a validé une nouvelle politique pour l'amélioration des financements des cantines scolaires. Les budgets alloués à la cantine scolaire seront revus à la hausse. On passe aux actualités internationales. Une soixantaine d'experts malaisiens doivent se rendre sur le site du crash de l'avion MH17 en Ukraine. Des débris de corps jonchent toujours le sol. La veille, les inspecteurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou OSCE, avaient rencontré les pires difficultés pour se rendre sur les lieux du drame et n'avaient eu accès qu'à une partie du site du crash. Un des inspecteurs de l'OSCE a dénoncé l'impolitesse et le manque de professionnalisme des séparatistes, dont certains semblaient légèrement ivres. Reportage de France 24. Предупреждаю сразу. Ваша охрана охраняет вас, кто пересекет и нарушит мой приказ, будет адекватно. À peine arrivés sur les lieux, le ton est donné. Ces inspecteurs de l'OSCE viennent pour la première fois sur le site du crash. Mais leur mission s'avère compliquée par la présence d'insurgés pro-russes. Quelques minutes de négociation plus tard, les inspecteurs débutent leur travail sous étroite surveillance.
Bien sûr, il y a beaucoup d'attentes à plusieurs niveaux et dans plusieurs pays pour faire venir des experts ici et des équipes de secours. La priorité numéro 1, c'est de s'occuper des corps qui sont déjà en train de se décomposer par ces fortes chaleurs. Mais après 75 minutes, coup de théâtre. Finalement, les séparatistes ont accordé ce matin la création d'une zone de sécurité de 20 km. Objectif, identifier les corps et les remettre à leurs familles. Sur les causes du crash, peu d'éléments concordants. Une enquête américaine accrédite la thèse d'un missile tiré depuis une zone contrôlée par les séparatistes, mais ne les accuse pas directement. La vérité se trouve peut-être dans les boîtes noires. L'une est aux mains des autorités de Kiev, l'autre serait en possession des insurgés. Ils ont déclaré vouloir la faire examiner à Moscou. Et puis, pour terminer, au Caire, en Égypte, une sortie de crise paraît difficile à atteindre. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est attendu aujourd'hui sur place pour une action de médiation. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, quant à lui, poursuit ses tractations en Égypte et en Jordanie. Suivez le reportage de France 24. L'objectif, obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Ce samedi, le ministre français des Affaires étrangères a rencontré le président égyptien au Caire. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de faire en sorte que le Hamas bouge dans le bon sens. Et donc nous avons des contacts avec ceux qui peuvent agir en ce sens, notamment les Qataris et les Turcs. L'objectif, il ne faut pas perdre de vue, c'est le cessez-le-feu le plus rapide possible parce que tous les jours, il y a malheureusement des victimes nouvelles. La proposition de cessez-le-feu du président égyptien, soutenue également par l'Italie, en ce moment à la présidence de l'Union européenne. La ministre italienne des Affaires étrangères s'est rendue elle aussi au Caire pour appuyer les autorités égyptiennes dans leur rôle de médiateur. Toutes les parties doivent se réunir à une table et voir comment relancer un processus politique. À Washington, sans condamner l'offensive militaire israélienne, le président américain réclame de la mesure. Nous avons bien compris que l'opération militaire au sol en cours vise à régler la question des tunnels et nous espérons qu'Israël va gérer cela en minimisant les victimes civiles. Au siège des Nations Unies, c'est le statu quo diplomatique. Ban Ki-moon se rend aujourd'hui au Proche-Orient pour tenter, une nouvelle fois, de mettre fin aux violences. Juste après ce journal, suivez le magazine de la rédaction à la ligne. Ce soir, Hilda Hassunzu nous parlera de la création d'emplois dans le secteur minier. Les industries extractives tiennent-elles leurs promesses? Ce magazine est réalisé dans le cadre de la formation des journalistes en investigation organisée par la Fondation Friedrich Ebert et la coopération allemande. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention, tout en vous souhaitant un bon week-end et une très belle soirée sur COUL TV. Au revoir.